dans ce nouveau numéro. Un numéro assez spécial puisqu'effectivement pris par la discussion endiablée, passionnée, eh bien on a tout simplement oublié de commencer à enregistrer. Rencontre eh bien surprenante, captivante et très très intéressante avec Jean-Claude Biver, le CEO des Montres Hublot. Allez, c'est parti. Donc il y avait la question de savoir comment vous êtes arrivé à créer des contacts avec des célébrités pour les marier avec des marques de montres. Comment on fait ça, sachant que on peut pas taper aux portes comme ça et puis arriver à rencontrer facilement un top modèle, un acteur, parce que simplement on le veut. Si, c'est relativement facile. Il suffit d'avoir la personnalité pour le faire. Il faut aller en direct. Il faut avoir un certain charisme. Il faut avoir un certain charme. Il faut surtout ne pas avoir peur de ces gens-là. C'est finalement des gens comme vous et moi. Et moi, ma règle, et elle est encore pire, ma règle, c'était toujours de dire, et c'est toujours de le faire maintenant, je ne fais aucun contrat et aucune convention avec vous tant que je n'ai pas mangé avec vous. Ça, c'est ma première condition. Donc vous avez mangé avec Cindy Crawford. Tous, ah bah bien sûr. Vous vous rappelez ce que vous avez mangé? Non, pas du tout. Parce qu'après on a mangé assez souvent d'ailleurs. Mais donc ma condition, et je le disais toujours, de toute manière, d'une façon ou d'une autre, sur les 24 heures d'une journée, il y a un moment où il faut manger. Oui. Hein? Donc, je disais, et venez manger avec moi, ça va durer 1 heure. Si j'étais un con, ben vous avez au moins pas perdu de temps parce que vous avez mangé. Puis si je ne suis pas un con, ben vous avez mangé plus appris quelque chose. Donc, quel est le risque de manger avec moi? Zéro. D'accord, mais il suffit pas de se lever un matin puis de se dire bah tiens je vais manger avec Cindy Crawford pour la rencontrer. Comment physiquement on arrive à créer un lien comme celui-là? Souvent il y a des barrières parce qu'on passe à travers un agent. Oui. Alors on rencontre d'abord l'agent. Oui. La manière dont on parle avec l'agent, la manière dont on parle d'égal à égal avec l'agent fait qu'à un moment donné la porte s'ouvre. Alors je ne dis pas que toutes les portes se sont ouvertes, mais la plupart des portes s'ouvrent. Et finalement, ces gens-là sont des gens très simples et qui ont besoin d'un dialogue direct, authentique, simple, parce qu'ils ne vivent que dans des dialogues pipés, faussés, d'hypocrisie, oui. de sorte de star system, d'admiration. Puis quand on arrive froidement vers eux, puis qu'on les traite comme des personnes normales, eh bien, c'est ça qui marche. Et c'est comme au début, chez Blancpain, quand j'avais pas très peu d'argent, eh bien, mes concurrents invitaient les clients japonais dans des grands restaurants, Freddy Girardet, etc. Eh bien, moi, j'avais pas d'argent pour inviter 10 ou 12 personnes chez Freddy Girardet. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On les amenait dans des cabanes d'alpage dans le Jura. Excellent. Où il n'y avait même pas de toilette. C'était un pot, il fallait faire caca dans un pot ou pipi sans parler de l'eau courante et l'électricité. Voilà. Donc, les clients japonais arrivaient et ils trouvaient ça exceptionnel. Exceptionnel de simplicité, oui. Exceptionnel d'authenticité, oui. Et exceptionnel d'aventure en plus, parce qu'il est plus facile d'inviter quelqu'un dans un restaurant et de payer 300 ou 500 francs pour la personne que de l'inviter dans un alpage de charme. Donc, oui. Tout ce côté direct, authentique, simple, transparent, sincère, c'est ça qui paye aujourd'hui. Et donc, ma façon d'agir a amené immédiatement, ou disons pas toujours, mais la plupart du temps, un contact très rapide. C'est des contacts que vous avez établis vous-même, par exemple dans le cas des top modèles, des acteurs que vous aviez rencontrés à l'époque, c'était vous-même personnellement ou oui, c'est quelqu'un c'était moi-même. C'était moi-même qui mangeais avec. C'était moi-même qui allais aux séances photo. Okay. Parce que je voulais que le photographe photographie ma personne d'une certaine manière. Je ne voulais pas que ce soit lui qui décide. Ouais. Hein? Donc, évidemment, j'ai beaucoup personnifié la relation. Vous avez même gardé des contacts avec ces gens? Oui. Ça s'est passé sur un autre niveau que... Bien sûr. Il venait. Écoutez, on allait pique-niquer au Rocher de Mer. Hein.
Pendant le week-end, on allait pique-niquer au Rocher de Nez, on prenait le train à Caux et on montait de Caux au sommet du Rocher de Nez, puis on faisait un pique-nique au Rocher de Nez. On allait skier au mois de juillet au Monte Rosa, on prenait l'hélicoptère, puis on montait, puis on descendait le Monte Rosa à ski. C'était, vous voyez, des trucs. Voilà. On allait déguster des vins dans ma cave, on allait chez Petit Louis à Arié, on allait dans le vignoble, on allait manger. C'est ça. Et avec tous. Et toutes les célébrités que j'ai eues, que je connais, j'ai fait toujours la même chose. Donc si je vous ai bien compris, hormis l'aspect financier, une célébrité qui s'associe avec une marque de montre le fait aussi parce qu'il y a une affinité avec le personnage. Elle devrait le faire. Ouais. Alors ça se passe pas toujours comme ça. Hein. Ouais. Ça se passe, disons, je pense que nous faisons partie, c'est la minorité. Dans la majorité des cas, le contact, il passe toujours par l'agent, il est très peu personnifié. Il est très anonyme. Ouais. Voilà. Et nous, pour avoir un meilleur travail, une meilleure collaboration, un meilleur échange, une meilleure synergie, on a passé le contact personnel d'abord. Et quand la chimie marche, le travail devient facile. Donc vous, votre marque de fabrique, c'est cette particularité dans le contact par rapport aux concurrents, par exemple. Absolument. D'accord. Qui c'est qui a été le plus réticent dans ceux que vous avez quand même signés, dans les personnes que vous avez rencontrées pour les mettre en avant par ces montres? Je crois que le plus réticent était Pierce Brosnan. Ouais. Assez sympathique. Il a fait des choses qu'il n'aurait pas été obligé de faire, donc il a fait des fois plus que ce qu'il devait. Peut-être parce qu'il est british, mais un peu réticent quand même. Retenu. Ouais, puis voilà, assez difficile. Et qui a été le plus facile? Ça, c'est une autre question. C'est Cindy Crawford. Probablement parce qu'elle est américaine. Les Américains sont en général très faciles. Une autre culture. Très très naturelle, pas de chichi, pas de hiérarchie, très disponible. Des imprévus, ils s'en foutent. Ah oui. Tout d'un coup, le programme change. Alors que d'autres gens, le programme change, alors c'est toute une histoire. Il faut faire revenir le coiffeur, il faut faire changer le maquillage. D'accord. Je profite de vous avoir à l'écran pour vous poser une question, puisque je m'intéresse aux entrepreneurs et ceux qui sortent un petit peu du lot par rapport à ce qui se passe en Suisse, pour ceux qui osent créer. Quel est le souvenir de l'étape la plus difficile dans toute votre carrière? Le truc qui a été vraiment le plus rude dans tout ce que vous avez entrepris? Le plus rude, c'est la dernière chose que j'ai faite. Le plus rude, la plus difficile, c'est l'aventure Hublot. C'est la dernière, c'est celle que j'ai faite à l'âge de 57 ans. Qui n'a rien ne risque rien. Oui. En achetant Blancpain pour 18 000 francs, et Blancpain n'était rien, puisque pour 18 000 francs, on ne peut pas acheter quelque chose. Donc on a acheté un nom vierge de tout, vide de tout, même pas d'usine, même pas de catalogue, même pas d'établi, enfin bref, plus rien. En achetant Blancpain et en développant Blancpain à 32 ans, je n'ai rien risqué. En n'achetant rien du tout, vous pensez que vous n'avez rien risqué? Non. Juste une marque. Juste une marque, donc on risquait rien. Et comme on n'avait rien, mais on avait une chose, on avait la vie devant nous. Alors quand vous avez rien, mais la vie devant vous, ce qui est le plus riche, c'est la vie. Ce qui est le plus valeureux, c'est les années que vous avez devant vous. Et si vous devez mourir demain, votre richesse, c'est ce que vous avez construit. Elle est restreinte à 24 heures. Vous avez 24 heures de richesse. C'est 24 heures, je respire et je vis. Donc à 32 ans, quand vous avez 60 ans de vie devant vous, et que vous n'avez rien, c'est-à-dire tout à gagner, et puisque vous avez tout à gagner, vous n'avez rien à perdre. Donc tout est facile. Donc c'est pour ça que... Pour nos téléspectateurs qui ont peut-être une vue aussi terre à terre que la mienne, pour l'argent par exemple. Non mais attendez, l'aspect financier, c'est quand même quelque chose qui doit peser. L'aspect financier ne pèse pas parce que l'aspect financier ne pèse pas au départ, il pèse pendant le décollage, pendant la croissance, parce qu'il faut financer la croissance. Oui. Et le financement de cette croissance,
Il vient à partir d'un certain moment, c'est vrai. Au départ, il faut un minimum, c'est sûr. Ok. On ne peut pas partir avec rien. Oui, Nous, mais on peut pas. on est parti avec 50 000 francs suisses sur Blancpain. Votre Et rapport 5 personnel. Ouais, 50 000 francs suisses de l'époque, ça faisait comme 500 000 francs aujourd'hui. Et puis ensuite, on a reçu 100 000 francs de crédit. Hein. Et puis, et voilà. Et au fil des années, on a eu jusqu'à 3 millions de crédits. Vous me répondez si vous voulez ou pas, mais 32 ans, on achète une marque, juste une marque, on a un peu d'apport personnel, on va voir une banque pour ouvrir une ligne de crédit. Qu'est-ce qu'on peut poser sur la table comme argument pour dire non seulement j'en ai besoin, mais en plus je vais réussir avec ça? Alors, il y a pas beaucoup d'arguments. D'ailleurs, on en avait très peu. On en avait deux. On en avait trois. Le premier argument, j'avais un partenaire qui avait une réputation. Il était coactionnaire avec moi. Il avait une réputation solide et un passé solide. Donc, il y a une crédibilité d'un des deux partenaires. Deux, j'avais une relation privée professionnelle avec avec le directeur du Crédit Suisse. D'accord. Il m'avait connu dans une autre affaire. Donc, j'étais pas un inconnu non plus. C'est encore le personnage qui a permis de... Voilà. Votre personnalité a permis de faire que Voilà. vous aviez donc, les deux partenaires de Blancpain, à titre divers, moi parce que j'ai pas de fortune, mais l'autre, mon partenaire était un industriel, donc connu. Et trois, le projet de refaire une montre qui fait tic-tac en 82, quand toutes les montres étaient mues par des batteries, ce retour à la nostalgie, ce retour à la vraie valeur, à l'authenticité, était en vogue dans les années 80. Tout le monde recherchait ça. Tout le monde recherchait le cuir, le vieux cuir d'une Jaguar. Les vrais matériaux. Les gens revenaient au stylo Mont Blanc, même si ça coule. Ouais, moi j'ai les doigts encore. Donc on redécouvrait. Ça veut dire que le projet était enchanteur aussi. Le projet était dans le vent. Hein. Vous étiez au bon moment. Voilà. Donc ça, c'est les trois éléments qui nous ont permis de décrocher les crédits. Si maintenant vous aviez un conseil à donner justement à un entrepreneur qui n'a pas forcément de si bons contacts et peut-être un tissu relationnel aussi fort que le vôtre, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Quand on n'a rien, on a quand même énormément de choses malgré ce rien. Qu'est-ce que c'est ce qu'on a? On a la créativité. La créativité peut remplacer l'argent. Moi j'ai des exemples de créativité ici, dans ma dernière aventure, où on a fait des choses exceptionnelles, qui auraient coûté des millions pour d'autres entreprises, et que nous avons fait pour 2 fois rien, grâce à la créativité. Donc ça c'est le premier aspect, créativité. Deuxième aspect, c'est la palisse que je raconte, mais c'est quand même vrai. Deuxième aspect, il faut être différent. Si vous êtes comme tout le monde, si vous êtes dans un truc comme tout le monde, difficile. Si vous êtes différent, c'est un élément capital. La différenciation. Différent pour des raisons XY, ça dépend des domaines, mais la différence, c'est capital. 3, il faut être guerrieros. Oser. Il faut être guerrieros. Il faut être guerrieros avec une éducation éthique. Il ne faut pas faire du vol, il ne faut pas faire des hold-up, mais il faut être un peu guerrieros. Il faut avoir l'esprit d'opportunité, réagir vite, être par moments impulsif, avoir du flair, suivre son flair. Si on veut tout structurer, tout contrebalancer, tout réfléchir, c'est pas possible. Il faut être très vite, il faut prendre des risques. Donc l'esprit de guerrier, 4, il faut savoir faire des embuscades, ambush marketing, se greffer sur quelque chose. D'accord. Faire comme la petite souris qui se met sur le dos de l'éléphant, puis qui dit qu'est-ce qu'on va vite ou qu'est-ce qu'on est grand. Mais elle est toujours si petite, mais elle est sur le dos de l'éléphant. Donc il faut avoir un peu d'ingéniosité, il faut être un peu malin, il faut être un peu débrouille.
Voilà, il faut être entrepreneur. C'est ça, être entrepreneur. Et une question, moi, que j'ai très envie de poser par rapport à ça. J'oublie pas qu'on est en Suisse, justement, par rapport aux Suisses qui nous regardent. Le truc pour arriver à sortir, justement, de ce moule qu'on a peut-être trop sur les épaules, ça serait comment qu'on peut le faire? Vous avez réussi à le faire, vous êtes un personnage hors du commun, il y en a deux, trois comme ça en Suisse qui sortent du lot. C'est là que vous exprimez toute la différence, mais comment on fait, par exemple, bah tiens, je suis différent, donc je suis montré du doigt, je serai plus vite critiqué ou plus vite jalousé. Comment on gère ça? Comment on fait ça? Si on pense ça, on est déjà mort. Ok, Il faut jamais penser à ça. On ne peut pas penser à ce que les gens vont dire. Il faut penser à ce que ça va me permettre de faire, d'être différent. Il y a un joueur qui s'appelait Nakata, je crois, de football au Japon, qui, il y a en 95 ou 16, m'a été présenté lorsque j'étais au Swatch Group pour Omega, et on m'a dit on pourrait le prendre comme un testimonial pour le Japon. Puis j'ai dit un footballeur au Japon, vous êtes malade ou bien? On m'a dit non, non, le football est en train de monter au Japon, il y aura bientôt la Coupe du Monde qui aura lieu en Corée et au Japon ensemble. Et ce type, il joue très bien et tout le monde va le remarquer parce qu'il va se teindre les cheveux en rouge. ok. Fini. Rien que ça, j'ai dit, on y va. Parce que, voilà, si maintenant Nakata s'était dit, ou sa femme, oh, ils vont te montrer du doigt, quand tu rentres dans le métro à Tokyo, tu te rends compte tous les gens qui vont te... Mais c'est pas possible. Donc, celui qui commence déjà à penser à ce que va dire l'autre, il est mort. C'est la dernière chose à laquelle il faut penser. Il ne faut penser qu'à la suite, qu'au succès que ça engendre. C'est un de vos leitmotifs, quoi. Ouais. Si en quelques mots, je ne vais pas vous prendre toute l'après-midi, vous deviez résumer, je sais que c'est peut-être un peu rude, votre parcours de vie, quels seront les faits marquants dans la chronologie que vous nous diriez, votre expérience, pour l'entreprise. vous ou bien votre parcours, vous, professionnel. Bon, la première chose que je crois qu'il faut avoir et qu'il faut maîtriser et gérer, c'est la santé. Un manager, c'est comme un entrepreneur, c'est comme un sportif d'élite. Si il n'a pas une santé hors épreuve, une santé d'athlète, c'est très difficile de démarrer. Bien sûr que pour un écrivain, c'est peut-être pas la même chose, mais je parle d'un entrepreneur, il faut avoir la santé. Et quand on l'a, souvent on l'a, il faut la soigner, il faut la maîtriser, il faut la développer. Santé. Deux, je pense qu'il faut avoir un équilibre psychique. Il faut un équilibre affectif. Si vous êtes emmerdé avec les femmes et que vous êtes dans des divorces et tout, c'est très très difficile. Il faut une paix. Il faut une paix affective, une paix psychologique, ça c'est capital. Et puis trois, il faut la foi. La foi, c'est ce en quoi on va croire, même si les chiffres pensent qu'on ne peut pas y croire. D'accord. Je vous comprends. Donc il faut, voilà, la foi, bam, et dur comme fer. Inébranlable. Voilà. Alors, au moment où on a réuni ces éléments-là, qui ne sont certes pas donnés à tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas avoir une santé, tout le monde ne peut pas avoir un équilibre affectif, il y a tellement de gens qui sont emmerdés de ce côté-là. Et puis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément une foi, et puis qui vont lire des chiffres, qui disent aïe 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 chérie, c'est foutu et tout. Donc, c'est pas donné. Quand on a ces trois, et qu'on y ajoute à ces trois une capacité de travail colossale, on fait 4, et quand on ajoute le cinquième, et le cinquième, c'est, je répète de nouveau un truc à la palisse, créativité. Alors une fois qu'on a ces 5 éléments, on a une main pleine, et c'est comme au poker, avec une main pleine, on gagne. Promis, juré, c'est la dernière question. Pourquoi la passion des montres?
D'où c'est venu? C'est venu c'est venu d'une balade à ski à 1 heure du matin. Enfin, la balade était finie, car je skiais souvent, j'essayais de skier à la pleine lune, 2 jours avant ou 2 jours après, les 4-5 jours de pleine lune, où la neige est blanche, évidemment, mais avec la pleine lune, vous êtes comme en jour. Mais vous n'êtes quand même pas dans le même système d'ombre, et ce qui fait que quand on fait du ski de fond, on a une sensation de vitesse exceptionnelle. Et comme c'est en pleine nuit, et qu'on est dans le Jura, il y a une vitesse, il y a une liberté phénoménale qui se dégage dans le ski de fond en pleine lune. Et on finissait parfois le ski dans une cabane du ski club du Brassus. Et au ski club du Brassus, j'ai vu une montre qui n'avait pas de cadran, où on voyait que le mécanisme, un truc qui bougeait. Et j'ai revu, comme quand j'étais petit, j'avais une petite machine à vapeur où je mettais des pièces de méthane avec de l'eau, et puis on faisait monter la pression, et j'ai vu une machine à vapeur au poignet d'un mec. Et j'ai dit, mais montre-moi ça. Et j'ai vu des rubis, j'ai vu des axes qui tournaient, j'ai vu des rouages, et je suis tombé amoureux de la montre, et je suis tombé amoureux de l'horlogerie, parce que ce monsieur, c'était Jacques Piguet, mon partenaire, mon futur partenaire, et l'horlogerie m'est entrée par le ski de fond, par la cabane du ski club, par la fondue qu'on bouffait. L'horlogerie m'est entrée comme ça, dans le corps, dans la tête, dans l'âme, dans le cœur, et puis j'ai plus jamais... Peut-être parce que c'était une soirée de pleine lune. Ouais, en plus. Merci, monsieur Viver.